Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire de My Happy Job by Moodwork. N'hésitez pas, comme d'habitude, à vous servir du chat pour nous dire où vous êtes, ce que vous faites de beau, dans quelle entreprise vous travaillez, et puis vous êtes en France ou à l'étranger. Et ensuite, n'hésitez pas, bien évidemment, à vous servir du chat pour nous partager vos expériences et nous poser vos questions. Je suis Fabienne Brocarel, la fondatrice de My Happy Job by Moodwork, qui est un média en ligne dédié à la qualité de vie au travail, au bien-être au travail. Et quand on parle de qualité de vie au travail, on parle aussi forcément de qualité de vie au bureau. Et c'est ce qui nous réunit du coup aujourd'hui. On va parler des grandes tendances en matière d'aménagement des espaces de travail et notamment pour les sièges des entreprises qui du coup se réinventent suite à la crise notamment du Covid. Donc j'ai deux experts avec moi. Donc je suis ravie d'accueillir aujourd'hui Clément Rocher. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur associé de Greenworking. Est-ce que vous pouvez nous présenter en deux mots votre entreprise ? Oui, avec plaisir. Bonjour à tous. Donc, Greenworking, on est nous, cabinet de conseil et organisme de formation sur tous les sujets liés aux nouveaux modes de travail. Donc, les sujets de télétravail, d'hybridation, d'aménagement des espaces, de qualité de vie au travail et plus largement les sujets de transformation managériale et culturelle. On est une cinquantaine installés à Paris et dans le sud-est de la France. Ah, très bien, on aura l'occasion d'en discuter. Du coup, plusieurs bureaux, ça aussi, c'est à la mode. Bonjour Fabrice Pauline. Bonjour. Vous êtes responsable marketing stratégique chez Bouygues Construction. Est-ce que vous pouvez nous présenter en deux mots votre cœur d'activité ? Oui, tout à fait. Alors, donc, au niveau du marketing stratégique, en fait, on analyse bien évidemment les marchés, les usages, les tendances, tout ce qui va impacter les métiers de Bouygues Construction, qui est présent sur l'ensemble de la chaîne de valeur, hein, donc de la conception jusqu'à l'exploitation maintenance des bâtiments, pour voir de quelle manière ça va, comment construire un discours global, embarquer toutes les solutions innovantes qu'on a identifiées au sein du groupe. Et aussi bien évidemment à l'extérieur du groupe, parce qu'on travaille énormément avec l'open innovation, avec des startups ou avec des partenaires qui sont aussi bien des ETI que d'autres grands groupes. Ensuite faire en sorte que toutes ces solutions et toute cette approche innovante soient déployées sur nos projets. Très bien, merci beaucoup. Alors, vous ne le voyez pas, mais comme d'habitude, il vous accompagne dans le chat. Vous avez Nathan qui va vous partager des ressources tout au long du webinaire et vous aider si vous rencontrez le moindre souci technique. N'hésitez pas, il sera là tout au long du chat et notamment pour vous partager le hors-série qu'on vient de sortir sur le bureau de demain. Et vous trouverez tous les liens. On vous enverra aussi un mail avec les coordonnées du coup des intervenants et le replay du coup de ce webinaire qui se trouvera aussi sur la chaîne YouTube de My Happy Job. Pour commencer, Clément, on pouvait avoir l'impression, après le premier confinement notamment, que adieu les bureaux, tout le monde en full remote, on n'a plus besoin d'espace de travail, on est tous en télétravail à temps plein. On voit bien que 2 ans après, le discours a quand même changé. Est-ce que vous sentez, vous, justement, aujourd'hui, en 2022, un engouement pour réaménager les locaux et peut-être repenser les bureaux pour éviter le comme avant ? Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on a prophétisé un peu la fin du bureau dans la période de crise sanitaire. Alors d'un côté, c'est positif parce qu'on a pris conscience qu'on pouvait faire plein de choses à distance. De l'autre, on s'est aussi rendu compte, là, dans les périodes un peu d'hybridation du travail, de déconfinement et de retour sur site, qu'en réalité, il y avait aussi un intérêt et une vertu assez forte au bureau. Donc ce que l'on voit, c'est, nous, ce qu'on observe, hein, c'est qu'il y a un peu un dégel du sujet, c'est-à-dire les sujets un peu de réaménagement des espaces ont un peu été gelés pendant 1 an et demi, 2 ans. Et là, depuis le début de l'année, sans vous mentir, je pense que les 2 tiers des projets sur lesquels on nous sollicite sont des sujets de réaménagement immobilier, alors qu'en 2020-2021, c'était les 2 tiers des sujets qui concernaient l'hybride, nos nouveaux accords de télétravail et nos nouveaux modes de fonctionnement. Donc, il y a un vrai dégel. Ensuite, pour partager quelques chiffres et éléments, par exemple sur la demande placée en mètres carrés de bureaux professionnels, par exemple à la Défense, on a retrouvé le niveau de 2015-2019. Alors c'est pas vrai dans tous les quartiers, par exemple en Île-de-France et ailleurs dans les grandes métropoles, mais il y a un vrai retour en force du bureau. Anecdote aussi qui peut prêter à sourire, si vous regardez le discours de Joe Biden, State of the Union, qui appelle les salariés américains à retourner au bureau. Il y a un peu aussi ce discours politique de attention, les centres-villes sont vides, plus personne ne va travailler, etc., etc. Donc voilà, il y a ce vrai sujet un peu de dégel. Et le pourquoi, c'est aussi parce qu'on a largement sous-estimé les coûts de la distance. Sur le sentiment d'appartenance à l'entreprise, sur la culture d'entreprise, sur tout simplement où se fait l'incarnation de l'entreprise. Et ça, pour l'instant, dans des organisations qui ne sont pas
distanciel. Bouygues et d'autres ne sont pas des organisations virtuelles, elles ne savent pas fonctionner en 100% distanciel de manière pérenne, j'entends, en dehors des périodes de crise sanitaire. Il y a un endroit où incarner la culture d'entreprise, il y a un endroit où incarner les valeurs de l'entreprise, ça reste au bureau. Pour l'instant, l'essentiel des organisations ne savent pas faire autrement, entre guillemets. Fabrice, vous êtes d'accord, le bureau, ça reste le cœur de la culture de l'entreprise, le côté identité, ADN de l'entreprise, mais aussi le collectif? Ah oui, tout à fait d'accord. En fait, c'est au travers des bureaux que les gens vont se retrouver, qui vont partager des choses dans des moments informels, qui vont créer une dynamique globale, qui vont aussi se rencontrer de façon inattendue, inopinée, ce qu'on appelle la sérendipité. Et tout ça, ça amène énormément de valeur à l'entreprise, puisqu'en fait, c'est là que dans tous ces échanges informels, on va créer des liens, des relations et aussi partager de l'information qu'on ne partagerait pas en temps normal. Ce genre de partage est quasiment impossible quand on est en Teams, en Zoom ou autre solution de travail distanciel, parce que tout est cadré. Donc, on sait exactement qui on rencontre de telle heure à telle heure, mais on ne va pas croiser quelqu'un par hasard au restaurant d'entreprise ou à la machine à café ou dans les couloirs, parce que tout simplement, quand on est au bureau, on se déplace physiquement. Alors peut-être que tout ça sera possible un jour dans le métaverse, encore que bon. Je ne suis pas sûr que ce soit forcément souhaitable. Mais oui, en tout cas, je confirme complètement cette tendance. Et effectivement, chez Bouygues comme ailleurs, les gens ont aussi besoin de retourner au bureau. C'est aussi là qu'on acquiert, qu'on reste en lien avec les valeurs de l'entreprise et qu'on est en phase avec... qu'on peut vraiment voir les gens, en fait. C'est ça, c'est vraiment, à mon avis, très important. Les entreprises qui arrivent à fonctionner en full distanciel, à mon avis, ça va être des gens qui sont soit extrêmement mobiles, soit qui ont vraiment besoin de bosser dans leur bulle. Donc, ça va correspondre à certaines typologies d'entreprises. Mais après, il y a d'autres entreprises qui ont vraiment besoin de ces échanges. Et ça dépend aussi des types de populations qui vont être embarquées. Comme disait Clément, en fait, je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a eu ce dégel maintenant qui se met en place. C'est parce qu'en fait, les entreprises avaient besoin de réfléchir leur politique RH, leur management, comment aborder le télétravail, quels accords mettre en place entre les partenaires sociaux, etc. Et ça a nécessité quand même un certain temps de réflexion. Oui, on insiste beaucoup dans le chat. Isabelle nous dit le bureau est devenu une zone de rencontre et on a Julie qui nous dit l'entreprise désormais est plus un lieu de cohésion, de convivialité plutôt que de production directement. Vous voyez aussi les choses comme ça, vraiment un lieu convivial où on se rencontre, on travaille aussi. Oui, tout à fait. Alors en fait, on va produire, mais on ne va pas produire de la même chose. Le télétravail peut être au moment où on produit chacun chez soi. C'est plus adapté, encore qu'on n'évitera pas les réunions Teams, bien évidemment. Mais par contre, ce sera le lieu de la production collective, du travail en groupe, pour faire vraiment jouer pleinement l'intelligence collective qui fonctionne par Teams. Il y a plein d'outils numériques qui permettent de travailler en commun avec des systèmes avec des options, des méthodes de vote, etc., ou des tableaux partagés, etc. Mais on brainstorm quand même mieux quand on est tous ensemble dans une même pièce. C'est quand même plus efficace. Oui. Clément, qu'est-ce qui a changé quand même la crise? Parce qu'on ne veut pas des bureaux comme avant. On a envie quand même de changement. Quelles seraient les tendances que vous avez envie de mettre en avant, que ce soit en termes de nouveaux usages? Qu'est-ce que vous voyez, vous, dans les demandes des entreprises et des salariés? Oui, c'est vrai qu'il y a quand même cette tendance, cette inclinaison à passer d'un lieu de travail, j'ai envie de dire traditionnel, à un lieu de vie. C'est quand même une inclinaison qui est assez forte et ça se traduit par quoi? Ça se traduit par des espaces convivialité qui sont plus importants en termes de ratio dans les mètres carrés utilisés. Je reviendrai s'il y a besoin sur la réduction globale des mètres carrés parce que c'est aussi évidemment quelque chose qui est visé, c'est logique. Il y a des sujets d'événementiel, clairement. Il y a un besoin quand on accueille et quand on synchronise ces équipes qu'une fois par quinzaine ou qu'une fois par mois, il y a besoin de marquer le coup. Il y a besoin d'avoir quelque chose qui est un petit peu différent de juste on se retrouve sur nos postes de travail et c'est une journée de travail normale. Ensuite, il ne faut pas non plus aller sur l'illusion du bureau ultra collaboratif où il n'y a pas d'espace de concentration. Au contraire, il peut y avoir des collaborateurs et collaboratrices qui sont soit des introvertis, soit qui n'ont pas de bonnes conditions de travail à domicile et d'isolement à domicile, pour lesquels il faut prévoir des espaces zen, des espaces bibliothèques, etc. Il ne faut pas non plus
tomber dans l'illusion que en télétravail, je suis concentré et je fais mes tâches individuelles, et en travail sur site, je suis dans le bain bouillonnant du bureau, dans l'hyper collaboration, je vole de réunion en réunion. Non, c'est pas ça. Ça, c'est une vision galvaudée de la réalité, et c'est pas comme ça que travaille l'essentiel des collaborateurs. On doit bien savoir faire les deux dans les deux circonstances. C'est ça la vraie clé du travail hybride, avec un certain nombre d'adaptations en effet à la clé. Mais les collaborateurs, s'ils comprennent désormais, on y reviendra, l'acceptabilité sociale, du flex office, du partage des positions de travail est un peu plus forte aujourd'hui qu'elle ne l'était si on regarde 2 ans en arrière, 2 ans dans le rétroviseur. C'est évident, pour des raisons économiques. Les collaborateurs ne sont pas des enfants, ils comprennent bien qu'il y a des tensions qui existent sur les coûts des entreprises, pour des raisons écologiques et aussi pour des raisons sociales. Quand vous revenez au bureau et que votre plateau de 40 personnes, en fait, il est aux 3/4 vide parce qu'il y a du télétravail ou que les gens sont ailleurs dans les locaux, ça vous donne pas particulièrement envie de revenir sur le site. Donc, il y a une vraie attente des collaborateurs de redesigner ces environnements de travail, et pas que en termes d'ambiance. C'est pas que passer à coup de pinceau, c'est vraiment d'avoir des aménagements de travail qui sont effectivement différents et qui agrège la diversité des usages et des besoins auxquels on peut assister. Juste un dernier chiffre, mais si on regardait au début des années 2010 le nombre de typologies d'espaces de travail offertes dans un environnement de travail, dans les grands sièges sociaux des entreprises, vous aviez quoi? Grosso modo, 3-4 types d'espaces différents. Le poste en open space, le bureau partagé à 2-3, les petites salles de réunion et les espaces de convivialité. Aujourd'hui, quand on fait ces mêmes mesures, en fait, vous avez 8, 9, 10, 11, 12, ça dépend des projets et des concepts d'aménagement évidemment, mais il y a aussi beaucoup plus de diversité d'espaces qui sont proposés. Donc ouverture, partage, diversité, c'est ça vraiment les tendances auxquelles on assiste, mais sans tomber dans aucune vision extrémiste à se dire il n'y a que de l'hyper collaboratif ou il n'y a que du poste de travail classique et on n'a pas d'espace collaboratif. Non, évidemment, ça, ce sont des visions extrêmes. Oui. Fabrice, justement, par rapport à ces nouvelles tendances, Clément parlait de rendre le bureau attractif. C'est aussi un des enjeux clés cette année. Alors, oui, bien évidemment. Alors déjà, je suis complètement en phase avec ce que disait Clément. Quand j'évoquais le fait de faire de la collaboration en présentiel et du distanciel pour se concentrer, évidemment, ça ne fonctionne pas comme ça. Ce n'est pas aussi simple. Tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc. En fait, le bureau, on a en plus de ça la crise du Covid, le confinement a bien montré que tout le monde n'était pas du tout égal par rapport au télétravail. Ceux qui doivent télétravailler depuis la table de leur cuisine avec les enfants qui sont à côté, c'est pas évident. Du coup, et en plus de ça, ça peut poser quelques problèmes parce qu'il y a forcément des troubles musculo-squelettiques quand les positions ne sont pas bonnes qui peuvent en découler. Donc ça, c'est des choses auxquelles il faut faire attention. Je pense que globalement, les RH des entreprises sont quand même assez au fait de ce genre de choses et proposent des mesures d'accompagnement. En tout cas, c'est ce qu'on a fait chez nous côté Bouygues, où on a proposé un budget pour que les collaborateurs qui ont un accord de télétravail puissent s'équiper avec un écran, une chaise de bureau adaptée, etc. Concernant les espaces, oui, évidemment, quand on est sur le bureau, il faut qu'il y ait beaucoup d'espaces différents en fonction de tous les usages, et il y en a effectivement beaucoup plus qu'avant. Donc ça, c'est à prendre en compte et ça remet en cause effectivement la façon dont on va aménager. La partie convivialité reste très importante, puisque le propre des nouveaux bureaux qu'on va aménager par la suite, ça va être de permettre aux gens de se retrouver et de générer ces espaces informels, pourquoi pas d'ailleurs de les animer au travers de rituels qui peuvent être les petits déjeuners, qui peuvent être le café après le déjeuner, qui peuvent être un goûter, voilà, pourquoi pas. C'est des pratiques, je le dis sans plaisantant, mais ce sont des pratiques qui se mettent en place et certains acteurs se positionnent sur ce type d'animation en proposant des boutiques avec des applications mobiles qui permettent de générer ce type de rituel. Je trouve que c'est plutôt une bonne idée quand ce n'est pas en place de façon native. La convivialité va aussi venir par l'aménagement des espaces et la qualité de vie au travail qui va être proposée dans les bureaux. Au-delà du simple mobilier de base, il faut, à mon avis, c'est très important d'intégrer la biophilie, l'accès à la lumière du jour, d'intégrer de la végétalisation, de faire attention à la qualité de l'air.
à l'ensemble des conforts qui existent, Oui. Le confort thermique, le confort hygrométrique, le confort visuel. Pourquoi pas intégrer de l'art dans les bureaux, parce que en fait tous ces éléments-là sont des choses qui montrent que, en fait, sont des choses qui ont été étudiées et l'impact sur les collaborateurs a été mesuré. Au sein de Bouygues, on a développé avec un consortium d'acteurs de l'immobilier, un outil qui s'appelle Vibeo, Oui. qui permet de mesurer la valeur d'usage des biens immobiliers, mais uniquement basé sur des études académiques, des études scientifiques. Et en fait, ça permet de mesurer les investissements en termes de rentabilité, tous les investissements faits sur la qualité de vie au travail, sur comment ils impactent l'efficacité des collaborateurs, l'efficacité individuelle et collective. C'est un outil qui continue de vivre au sein du hub valeur d'usage de l'IFPEB, auquel des gens de BNP Paribas, de Cardam ou d'autres entités travaillent pour pouvoir le développer. Donc c'est un outil qui est vraiment très important et qui montre que vraiment la qualité de vie au travail impacte la rentabilité et l'efficacité des collaborateurs. Et finalement, quand on investit sur certains équipements, sur certains outils, sur certains aménagements liés au bien-être, ça impacte l'entreprise en elle-même et son fonctionnement. Donc, il y a un vrai impact derrière. Il y a Maud qui nous demande si vous pouvez répéter le nom exact de l'outil. Oui, en fait, l'outil, c'est Thesaurus Vibeo, V-I-B-E-O. Et c'est un hub c'est un outil qui continue d'être développé dans le cadre du hub valeur d'usage de l'IFPEB, Institut français pour la performance énergétique du bâtiment. Merci beaucoup. On a Isabelle qui nous demande les couleurs tendances. Alors, on a fait un article justement là-dessus. Et pour vous donner un indice, le vert sauge que l'on voit derrière vous, Fabrice, sur votre fond d'écran, est très à la mode en ce moment. Donc, bravo. Voilà, c'est une des couleurs citées. Donc, du coup, on est raccord jusqu'au bout avec les plantes. C'est parfait. Quand on parlait des nombreux usages dans une même journée de travail, le flex office est très plébiscité, Clément, de plus en plus. Quelles sont les clés pour un projet de flex office réussi? Parce qu'on a quand même quelques crispations encore, le flex office, où on voit surtout ce qu'on a pu notre bureau attitré. Quelles sont les clés pour que ça prenne et que ça apporte un vrai plus au quotidien? Oui, alors effectivement, il y a beaucoup de crispations sur le sujet et à mon avis, c'est des projets qui doivent s'envisager avec une double clé de lecture. Évidemment qu'il y a un sujet financier, c'est ce que je disais tout à l'heure, il ne faut pas mentir aux collaborateurs, encore que certaines entreprises choisissent de ne pas forcément réduire à court terme leur mètre carré, mais se disent plutôt, je suis dans une logique de croissance et plutôt que de prendre à bail des mètres carrés supplémentaires, ça m'économise en fait des loyers supplémentaires dans le futur que de pouvoir réaménager mes espaces comme ça. Mais il y a cette clé de lecture financière qu'il ne faut pas occulter. Et encore une fois, je pense que dans les tendances en matière de qualité de vie au travail, etc., les sujets de responsabilisation, de transparence, de pourquoi on prend les décisions et comment on prend les décisions sont des éléments qui sont clés. Donc, il ne faut pas mentir aux gens, il ne faut pas mentir aux collaborateurs sur ces sujets-là. Ils sont capables de le comprendre pour plein de raisons. En revanche, il y a aussi un sujet humain. Et il ne faut pas oublier qu'en environnement de travail, ça doit quand même répondre aux besoins fonctionnels. Donc, il y a un sujet de cartographie des usages et des besoins fonctionnels que l'on ait besoin d'accompagner, c'est le sens des missions que nous, on peut conduire, mais qu'on ait besoin d'accompagner, de projeter sur des fonctionnements qui sont différents. Enfin là, je vous donne un cas d'école. On a un client qui va réduire de 60% ses surfaces avec des collaborateurs qui télétravaillent 3 jours par semaine et il y a 75% du staff qui télétravaille 3 jours par semaine. Et évidemment que l'évolution en termes d'organisation du travail est assez forte. Donc notre rôle, ça va être d'accompagner ce move, d'accompagner cette nouvelle organisation du travail. Ça va être un bon projet un peu sport en termes de change. Mais il y a bien un sujet de projection et de projeter sur des usages qui sont effectivement différents. Donc ça, il faut vraiment pouvoir y répondre et donc répondre aussi aux besoins fonctionnels. C'est pas juste de dire dites-moi ce dont vous avez besoin, je fais la liste à l'après-vert. Il y a bien un sujet aussi de projeter sur des environnements différents. Et ensuite, je rejoins totalement ce que disait Fabrice tout à l'heure. Il y a un deal tacite, c'est-à-dire ok, on compresse les mètres carrés dans certains projets. Par contre, on monte en gamme en termes de confort acoustique, en termes de confort thermique, en termes de qualité du mobilier, en termes de biophilie, etc., etc. C'est fondamental. Sinon, le deal, évidemment, il n'y est pas et l'acceptabilité sociale, elle n'y est pas. Et enfin, dernier élément,
c'est comme le télétravail, comme l'hybride, des projets de bascule en flex office sont l'occasion d'impulser de nouvelles pratiques managériales, de nouvelles pratiques collaboratives, des tableaux blancs, des tableaux de visualisation, des meetings qui peuvent se tenir potentiellement dans des espaces ouverts, des managers qui peuvent impulser aussi de nouvelles pratiques, justement, de petits baromètres un peu pour prendre le pouls, puisque dans pas mal de projets en flex office, on maintient quand même un quartier. C'est-à-dire, c'est pas le matin, je sais pas, je suis RH, je m'installe où je veux dans la tour. C'est pas comme ça que la plupart des projets se déploient. C'est j'ai le quartier RH dans lequel je vais retrouver le territoire et mes collègues RH. Ce qui ne veut pas dire que quand j'ai un projet de réorg, de transpo ou un projet de développement des compétences avec une autre direction métier, je peux pas aller m'installer pendant quelques jours sur les benches et sur les espaces de ces autres directions. Mais il y a quand même bien la préservation de cette géographie d'équipe qui est vraiment fondamentale pour ne pas complètement tomber dans une dépersonnalisation. Et après, vous dire qu'il n'y a pas de mauvais flex, ce serait vous mentir. On a vu des projets, en effet, où la dépersonnalisation est très mal vécue, les environnements de travail ne répondent pas aux besoins et aux usages fonctionnels. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas uniquement le voir à travers une clé de lecture qui est uniquement financière, parce que avant d'être un projet de mètre carré et d'optimisation de la surface immobilière, c'est surtout une aventure humaine. On change la manière dont on travaille et il ne faut surtout pas occulter cette partie-là. Sinon, en effet, on va dans le mur et on a des taux de satisfaction qui sont assez faibles sur les environnements de travail. Et pour embarquer justement les managers, les salariés, ça passe par quoi? Des ateliers de sensibilisation? Comment on fait concrètement pour qu'on s'approprie ces nouvelles manières de travailler? Oui, il y a des sujets évidemment d'embarquement du top management, du management intermédiaire, des collaborateurs. Après avoir, on a fait des projets 100% inclusifs. J'ai en tête un siège social juste à côté de la gare Saint-Lazare où on a fait du 100% inclusif. Donc, on a vu les 500 collaborateurs en atelier sur un parcours d'1 jour et demi. Donc, c'était évidemment un projet assez sport parce qu'on a fait ça en 3 mois. Mais après, il y a des projets où évidemment on nomme des ambassadeurs, donc un peu des super champions représentants de nos métiers. Les ABAC, c'est les ABAC qu'on utilise en général quand on fait de la co-construction. Donc, on prend entre 10 et 20% du corps social représenté pour contribuer à ces ateliers. Par contre, il faut que les lignes de conduite de projet soient claires. C'est-à-dire que si on fait la co-construction insincère, c'est-à-dire je vous écoute, mais j'en ai rien à faire et je vais prendre absolument rien de ce que vous me proposez, c'est de la co-construction insincère. Et du coup, si les plans ne reflètent pas ce que les collaborateurs ont remonté, ça ne marche pas. Oui, et donc, il y a évidemment aussi une temporalité double dans ce type de projet. Comme quand vous basculez d'ailleurs en télétravail. Avant de vous poser la question de je vais fonctionner différemment sur mes objectifs, sur le partage de ma charge, sur le partage de mes tâches, il y a des questions très pratico-pratiques sur combien de jours, quel équipement, quelle indemnisation, etc. C'est pareil pour le flex. Avant de se projeter sur je vais travailler différemment demain, il faut répondre à quels sont les aménagements, est-ce que je vais avoir un casier, à quelle fréquence je pratique le clean desk, le fait de laisser son poste de travail propre, etc. etc. Et si vous n'avez pas répondu à ces questions pratico-pratiques, vous êtes inaudible sur le discours du travailler autrement. Et ça, c'est vraiment fondamental d'avoir ces deux temporalités dans la partie accompagnement du changement. Bonjour Hortense. Je lis le témoignage d'Hortense qu'on salue. Donc, en effet, elle nous dit totalement d'accord avec Clément, la lecture n'est pas que financière et montrer aux salariés porte avec une montée en gamme des offres proposées sur site. Et en effet, ça demande, Isabelle complète, un bon audit pour savoir en effet les besoins selon les métiers, parce qu'il y a des choses forcément très différentes selon le vécu au quotidien, je dirais, de chacun. Il y a une autre attente qui est assez forte, c'est en matière d'environnement, d'écologie. Fabrice, on en parlait notamment, il y a plusieurs interrogations là-dessus dans le chat sur, voilà, quand on se dit que le tout à distance, c'est aussi bien pour faire quelques économies en matière d'environnement et protéger la planète, mais comment on peut aussi agir concrètement pour des bureaux peut-être plus environnementaux, à la fois dans le bâtiment, mais aussi, comme on parlait de flex, est-ce que ça passe par des espaces peut-être plus modernes qui évoluent aussi au fil des années? Alors, la question est très vaste. Alors, déjà, la première chose à faire, c'est faire en sorte que l'enveloppe du bâtiment et la performance énergétique du bâtiment soit la plus efficace possible. Il va y avoir, mais ça c'est pas nouveau, hein, il va y avoir de gros enjeux de rénovation thermique des bâtiments pour faire en sorte que l'isolation soit meilleure, que la performance soit plus importante, pour faire des économies d'énergie.
Ça, c'est un premier aspect, mais après, on peut aussi, dans le cadre de l'aménagement des bâtiments, faire en sorte de travailler avec des matériaux beaucoup plus sains, qui ne vont pas émettre de polluants, qui ne vont pas émettre de COV. On peut travailler avec des matériaux issus du recyclage, qui peuvent être soit des dalles de faux planchers, des dalles de plafond, des panneaux de bois, mais qui vont être issus, ou des isolants qui vont être issus du recyclage. Les filières sont en train de se mettre en place et ça va énormément contribuer à, d'une part, assainir l'environnement, mais aussi à faire en sorte que les bâtiments soient plus sains, avec une qualité d'air intérieur qui sera beaucoup plus adaptée. Parce qu'on sait que là, en plus, la qualité d'air intérieur, elle joue énormément sur la capacité de concentration des collaborateurs. Alors, bon, après, je donne l'impression de donner des éléments assez, peut-être un peu techniques, mais je rejoins complètement l'approche de Clément. En fait, le bureau, les espaces de travail, ça relève vraiment de l'aventure humaine, encore une fois. Et cette aventure humaine, quand elle est proposée dans un cadre de bien-être, c'est quand même nettement mieux. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on essaie de pousser. L'aménagement lié à la partie environnementale, ça va aussi passer par le fait de construire moins. Ça paraît un peu étonnant pour un constructeur comme Bouygues, mais en fait, on essaye vraiment de prendre l'orientation de beaucoup plus rénover ou de construire avec des matériaux bas carbone ou des matériaux carrément décarbonés, voire biosourcés. Donc la construction bois est quelque chose qui commence à devenir de plus en plus important chez nous. L'utilisation de béton bas carbone, d'acier bas carbone aussi, en plus bien évidemment des matériaux biosourcés que j'ai cités tout à l'heure. En plus de ça, on va plutôt tendre à construire compact et aussi à faire de ce qu'on appelle l'intensification d'usage, c'est-à-dire pour, je ne sais pas, 4000 m² de bureaux, en utiliser 6000, parce qu'il faut savoir qu'actuellement, les espaces de travail, malgré le flex office, ne sont pas optimisés en termes d'usage. On a beau avoir des solutions de flex mises en place, les gens ne sont pas tous au bureau en même temps. Et il y a toujours des espaces qui ne sont pas utilisés ou mal utilisés. On parle des halls d'accueil, on parle des restaurants d'entreprise, on parle de certaines salles de réunion. Et en fait, le fait de faire de l'intensification d'usage va permettre de mieux les utiliser. Alors, il y a plein d'astuces pour ça. Je pense que Clément est très au fait de ça. Ça peut être de l'hybridation, c'est-à-dire qu'un espace peut avoir plusieurs usages au cours de la journée. Là, on va jouer sur la chronotopie, c'est-à-dire en gros le fait qu'un même espace puisse se transformer et de façon légère et agile pour pouvoir changer d'utilisation. On peut avoir de la mutualisation, c'est-à-dire de l'ouverture de certains espaces et pourquoi pas même de certains services avec d'autres populations extérieures. Ça peut être dans le cadre de coworking ou de corpo-working. Ça nécessite par contre de mettre en place des éléments réglementaires pour que ces espaces en question soient plutôt des ERP, pour pouvoir recevoir du public. Donc ça nécessite de mettre en place tous les aspects de sécurité notamment qui sont de rigueur. Mais par contre, ça permet, en plus de ça, donc de mieux utiliser les espaces, donc de construire moins, et en plus de ça, pourquoi pas de générer de la valeur, puisque finalement, un espace, un hall d'accueil qu'on aménage en espace de coworking peut permettre de louer certains postes de travail à des tiers, pour favoriser, en fait, pour améliorer l'économie globale du bâtiment, en fait, tout simplement. Et est-ce qu'il y a de plus en plus de projets, justement, quand on parle de coworking dans des halls d'accueil, d'ouvrir aussi l'entreprise sur d'autres acteurs, les partenaires, les clients, les fournisseurs, ou alors des associations, je ne sais pas, locales? Est-ce qu'il y a, il y a un mot, on parle de corpo-working, est-ce que ça aussi, ça a le vent en poupe? Alors, tout ça, oui, sont des éléments qui sont assez de tendance. Après, ils ne peuvent pas forcément se mettre en place partout. En général, ça peut se mettre en place d'autant plus facilement que le lieu est très accessible, il est bien alimenté par les transports en commun. Il y a les accès aux bâtiments, aux espaces eux-mêmes peuvent être suffisamment maîtrisés et bien gérés
pour pouvoir gérer correctement les flux de personnes de différents types de populations qui peuvent être amenées dans ces espaces. Donc oui, c'est une tendance. Après, encore une fois, elle n'est pas adaptée à tous les espaces. Ça va être beaucoup plus facile quand on est dans un cœur de ville ou éventuellement dans un quartier d'affaires où il y a quand même un certain foisonnement de population, un certain brassage de population. Et là, on peut ouvrir certains espaces. Effectivement, quand on est en petite couronne, voire même en grande couronne, et qu'on a un immeuble de bureau à valoriser, c'est plus délicat parce que on a moins de passages et donc on a moins de pertinence à mettre en place ce type de dispositif qui nécessite quand même un petit peu d'investissement aussi. Parce que certes, le fait d'avoir de louer plus de mètres carrés qu'on en a, ça peut fonctionner, mais à condition de faire en sorte que les espaces puissent être convertibles facilement, la sécurité puisse être gérée, la ventilation des espaces puisse être correctement adaptée en fonction de la densité de personnes à un instant T. Tous ces éléments-là doivent être vraiment pris en compte et c'est vraiment mieux d'anticiper ce type d'usage très en amont dans la conception du bâtiment pour pouvoir adapter tous les équipements, tous les aménagements en conséquence. Oui, ça ne s'improvise pas une fois que tout est fait, oui, clairement. Et en général, en fait, il faut plutôt passer, c'est toujours bien de passer par un opérateur d'espace qui va faire en sorte que ces espaces seront animés et valorisés. Pour créer par exemple des boutiques éphémères, pour créer pourquoi pas des expositions, pour attirer de la population en fait. Oui, c'est vraiment, on y revient sur le bureau lieu de vie, au-delà en effet du poste de travail et de l'ordinateur en lui-même. Clément, quand on parle de lieu de vie, on pense beaucoup aux managers aussi. Quels seraient vos conseils pour que c'est pas forcément évident, hein, on leur demande beaucoup à la fois sur le management à distance, sur le management hybride. Maintenant, ça va être aussi participer d'animer la vie au bureau. Quels seraient vos conseils pour les managers ? Oui, c'est vrai qu'il y a un peu une bascule, c'est-à-dire que quand on introduisait dans les entreprises pour la première fois le télétravail, on devait manager les absences qui ne concernaient qu'une petite partie des collaborateurs. Et désormais, avec quand même dans la plupart des grandes entreprises, éligibles au télétravail. Hein. Rappelons toujours que sur le total des emplois France, on n'a que 40-45% des gens qui sont éligibles au télétravail. Donc, il faut quand même pas l'occulter, notamment dans des entreprises qui sont à double vitesse avec des fonctions éligibles et des fonctions inéligibles. Je referme la parenthèse. Effectivement, si on manageait les absences, aujourd'hui, ce qu'on commence à lire et de plus en plus à accompagner, c'est de manager la présence. C'est-à-dire, au-delà du management de la présence d'un point de vue qui va être sur site et donc quels vont être mes pics de présence, ça c'est la vision, planificatrice et immobilière de savoir combien de postes je vais avoir besoin. C'est manager la présence, moi, manager dans mon équipe. C'est-à-dire, si je demande à mes collaborateurs de revenir de manière synchrone tous ensemble une fois par quinzaine et que je suis en flex avec un ratio de 0,6, 0,7, quid? Comment je fais? Comment ça s'organise? Comment ça marche? Donc on peut voir ça et là des contrats d'étage, donc des managers qui s'organisent en fait pour éviter d'organiser leur temps in, leur journée évidemment synchrone en même temps, qui permet effectivement de déborder potentiellement sur les autres espaces, ou bien, je rejoins ce que disait Fabrice, c'est-à-dire de capitaliser sur des espaces qui sont convertibles ou reconvertibles ponctuellement et donc qui sont quelque part un peu multi-usage. Il y a aussi la question de ce qu'on y fait, c'est-à-dire que si le bureau n'apporte pas de valeur ajoutée dans son contenu de la journée de travail, les détracteurs du bureau finiront par avoir raison, appuyés quelque part par la vision financière des choses. C'est-à-dire que si je fais exactement la même chose sur ma journée de télétravail que lorsque je suis en travail sur site, évidemment, ça va finir par vous poser la question. Et c'est d'autant plus critique pour des fonctions qui sont, dirons-nous, assez processées, assez standardisées. Je pense à nos clients dans l'assurance, dans la sécurité sociale, qui sont en relation client téléphonique, en back-office, où c'est pas des métiers qui volent justement de réunion en réunion. C'est des métiers où on traite du dossier, on traite des appels clients. Donc, comment, en fait, on adapte légèrement les journées de travail pour que on vive quelque chose de différent sur la journée où je viens sur site. C'est l'exemple d'une banque en ligne, qui, Boursorama, pour ne pas la citer, qui a complètement renversé la table, où pour le coup, en se disant, je demande à tous les collaborateurs de venir sur site une fois par
par quinzaine, et c'est sur cette journée, où je mets toutes les formations, tous les séminaires de team building, tous les updates sur les produits, en gros, que la journée sur site, en fait, apporte une coloration différente et apporte quelque chose de supplémentaire. Et ça, c'est un vrai sujet. On a travaillé avec certains de nos clients pour créer des boîtes à rituels, des boîtes à outils ça porte des termes, par exemple, chez Unilever, chez Generali, ça porte le terme de Team Connect. Mais qu'est-ce qu'on y fait dans cette journée de Team Connect? Ça rejoint ce que disait Fabrice de comment, et c'est là où ça rencontre la pratique managériale et l'espace. C'est comment je capitalise sur ces espaces et ces environnements de travail. Je viens y greffer des pratiques managériales pour animer en fait mes équipes, le bureau devenant un outil managérial. Et ça, il faut arriver à le faire rentrer quelque part dans les esprits des managers de proximité et top managers aussi. Oui, c'est inventer de nouveaux rituels aussi, comme on a pu le faire quand on était en confinement, en 100% télétravail. Aujourd'hui, c'est à nouveau, en effet, à réinventer. N'hésitez pas ça si n'est vous avez pas qu'une commodité, entre guillemets. Oui, Pardon, je vous ai coupé. Exactement. Oui, non, c'est exactement ça. Et n'hésitez pas si vous avez des questions, on y répondra avec plaisir par le chat. Je relayerai vos questions. On a Isabelle qui nous dit les espaces contribuent à la marque employeur. Oui, aujourd'hui, c'est un vrai enjeu aussi. Ouais, s'il y a bien un endroit où les collaborateurs vont pouvoir s'associer, s'approprier les valeurs de l'entreprise, c'est bien le bureau. C'est certainement pas en étant en télétravail chez eux et en participant à des rituels à distance. C'est vraiment les espaces conjoints et partagés où les gens vont se retrouver qui permettront cette association, cette appropriation de l'ensemble des valeurs de l'entreprise. Il y a quelque chose qu'on n'a pas évoqué, mais qui est un petit peu connexe à tout ce qu'on s'est dit, c'est que finalement, il y a une chose qui va un peu changer avec toute cette intrusion, enfin en tout cas ce surdéveloppement du télétravail, c'est la relation managériale avec les collaborateurs, les collaborateurs vont gagner en autonomie et le manager doit avoir confiance en ses collaborateurs. Ça, c'est aussi dans le cadre de l'aventure humaine qu'on est en train de vivre collectivement, c'est quelque chose qui est très très important. Il doit y avoir un certain lâcher-prise, une prise de confiance réciproque entre le manager et ses collaborateurs. Et ça ne s'apprend pas. Et encore une fois, c'est des choses qui doivent s'accompagner. Comme disait Clément tout à l'heure, il n'y a pas que la partie de gestion des espaces, il y a aussi la question de gestion des humains qui doivent être vraiment pris en compte. Oui, tout à fait. Oui, complètement. Et c'est vrai, pour rebondir là-dessus, alors sur la contribution à la marque employeur, c'est évident, les espaces disent quelque chose de la culture d'une entreprise. Les principes d'aménagement disent quelque chose de la culture de l'entreprise. Et un candidat, mine de rien, quand il vient chez vous, il vient chez vous pour passer un entretien de recrutement. Donc, je sais que les process de recrutement se font de plus en plus hybrides, eux aussi, et c'est logique. Mais au bout d'un moment, il y a quand même un moment où on va sur l'environnement de travail, on va voir tout à fait ce qui se passe. Donc oui, ça dit quelque chose. Est-ce que les managers sont logés à la même enseigne que les collaborateurs sur le partage des positions de travail? Quelles sont les pratiques managériales qui sont pratiquées? Est-ce que justement il y a de la tension? Parce que ça peut être une inquiétude justement aussi des collaborateurs de se dire je passe en flex office, mon manager perd son bureau individuel ou en tout cas l'espace partagé. Du coup, ça veut dire que le manager va être au milieu des équipes et donc du coup il y a évidemment cette défiance qui peut aussi exister de dire mais est-ce que ça renforce pas les boucles de contrôle, etc. Au contraire, les retours d'expérience, c'est plutôt de se dire que quelque part, le choix de la position de travail, parce que c'est ça que le flex office représente, c'est aussi un pas supplémentaire dans l'autonomisation. Et donc, je choisis l'environnement de travail, qu'il soit sur site ou en télétravail, en fonction de la tâche que j'ai à exécuter et pas en fonction de ce qu'on m'a assigné. Et ça, c'est évidemment une évolution posturale aussi à avoir côté manager. C'est pour ça qu'on fait... j'ai en tête des projets où on a pu, en amont des déménagements, mais emmener des managers en learning expédition, leur montrer, avoir des espaces, et au-delà de ça, de se dire, en fait, prototypons de nouvelles pratiques. Ce sujet, c'est une occasion. C'est une occasion, c'est un prétexte, c'est un cheval de Troie, un véhicule, vous prenez la terminologie que vous voulez, mais c'est une occasion pour aller un peu plus loin dans nos pratiques managériales. Qu'est-ce qu'on a envie de faire? Qu'est-ce qu'on a envie de tester de différent dans ces pratiques managériales? On a deux questions. On a Marc qui nous demande l'intensification des usages et donc l'interchangeabilité des surfaces n'est-elle pas contradictoire avec l'espace comme marque employeur?
Est-ce qu'on peut avoir les deux? En fait, alors après, à moins d'avoir une démarche très très radicale où l'intégralité d'un espace peut être intensifiée, ce qui est assez rare, même si ça existe, il va y avoir certains espaces qui vont être adaptables, hybridables, mais pas tous. Et évidemment, quand on est dans des espaces de convivialité, par exemple, quand on a une cafétéria qui est située dans un hall d'accueil, le fait de pouvoir l'ouvrir en soirée, en week-end pour accueillir des populations extérieures, ça ne veut pas forcément dire qu'on va dépersonnaliser complètement un bâtiment. Voilà, donc en fait, c'est typiquement ce genre de pratiques qui font que la culture d'entreprise peut transparaître dans l'aménagement global des locaux. Et je vois une remarque d'ailleurs, moquette ou parquet selon les directions, c'est exactement des choses qu'on a mises en place même chez nous, à Challenger, où effectivement les équipes ont personnalisé certains espaces en fonction, avec des thématiques qui va être la montagne, le désert, etc. Et tout l'aménagement a été mis en place en conséquence. Et c'est vraiment très, très sympathique et agréable. Et ça contribue à l'identité d'un plateau, d'une équipe, sachant qu'évidemment la personnalisation par espace lié à des équipes, Clément parlait de quartier, mais c'est un peu ça, en fait, peut se faire à ce niveau-là, via des stickers, des panneaux, et en fait, on ne va pas être une personnalisation du poste de travail en lui-même, mais plutôt une personnalisation d'un espace pour un collectif donné. Donc, on peut tout à fait faire de l'appropriation par la valeur d'une équipe, mais aussi de la valeur les valeurs d'une entreprise, en permettant ce type d'aménagement. Et encore une fois, l'intensification d'usage ne va pas concerner tous les espaces, même si ça peut le faire. Après, c'est vraiment un parti pris qui peut être assez radical et qui n'est pas forcément systématique, parce que ça a aussi des contraintes. Et en fait, plus on intensifie un maximum d'espace, et plus il y a aussi des coûts d'aménagement en termes de qualité des matériaux, parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que plus finalement on intensifie, et plus il va falloir exploiter et maintenir les espaces. Donc parce qu'un bâtiment qui tourne 24 heures sur 24, c'est des coûts énergétiques, c'est des coûts d'entretien des locaux, d'entretien des équipements qu'il faut prendre en compte. Après, tout ça c'est une équation économique qu'il faut savamment anticiper et prendre en compte. Ça peut fonctionner, bien évidemment, mais après, c'est aussi une question des enjeux d'entreprise. En fait, quand on a monté la démarche bureau de Bouygues Construction qui s'appelle Officity, on s'est très rapidement rendu compte qu'en fait, il fallait avoir une boîte à outils de solutions et non pas proposer des produits, parce qu'en fait, chaque bureau va dépendre de son implantation, de sa localisation, mais aussi de la façon dont ils sont occupés et de type d'entreprise qui vont les occuper. Donc, ça va vraiment dépendre de tous les cas de figure qu'on peut rencontrer. On ne peut pas faire quelque chose de complètement standardisé, sinon, en 1984, c'est horrible. Il n'y a pas une recette, voilà, et ce n'est pas du tout ce qu'on cherche à mettre en place. Au contraire, le but, c'est de proposer des espaces de travail qui soient agréables, qui soient accueillants et qui permettent d'attirer aussi bien les entreprises quand on est investisseur que les talents quand on est une entreprise et qu'on occupe un espace. Clément, on a une question d'Hortense qui nous dit: le manager doit aller voir ses équipes, ne pas enchaîner les réunions. On a tous en tête comme ça plein de choses à faire et à ne pas faire. Comment sensibiliser les managers à ces nouvelles pratiques? Oui, effectivement, c'est un gros sujet, parce qu'en effet, si le management est engouffré dans un 9-18 en réunion, pour le coup, le management de l'espace, le management de l'hôte perd un peu de son intérêt. Donc, il y a un sujet un peu de désacralisation de la réunion. 2 éléments pour répondre. C'est l'organisation hybride doit nous apprendre à collaborer différemment. La réunion synchrone n'est pas l'alpha et l'oméga de la collaboration. C'est le retour d'expérience d'ailleurs des organisations qui ont fait cette mue, des organisations qui sont des organisations distancielles. En réalité, c'est pas ni la meilleure manière de collaborer, ni la meilleure manière de décider. Je vous renvoie aux pratiques d'Alan, par exemple, en France, sans aller de l'autre côté de l'Atlantique, en France, qui décide, qui prend des décisions à plusieurs centaines de milliers d'euros, centaines de millions d'euros, peut-être pas centaines, enfin bref, à plusieurs millions d'euros, sans forcément se réunir. Donc c'est piquant comme pratique, mais c'est intéressant parce que ça appelle à se dire que la réunion n'est plus forcément le lieu d'exercice du pouvoir. Et c'est le deuxième élément sur lequel je voulais insister pour répondre à Hortense. Il y a
cette évolution mentale à avoir, quelque part, le pouvoir doit s'incarner autrement ailleurs que dans les territoires physiques de l'entreprise où on est tous réunis autour du chef à plume et on sait que quand on est réunis autour du chef à plume, il y a plein de biais qui arrivent et qui fait qu'on a une décision. C'est bien d'avoir une décision, mais est-ce que c'est la meilleure décision? C'est quand même le pourquoi le management existe, c'est-à-dire améliorer la qualité de nos décisions. Et donc ça, c'est vraiment un travail réflexif à avoir du top management, hein, parce que Hortense, vous le savez, on dit souvent que l'escalier se balaye par le haut. Donc il faut partir du top management et descendre jusqu'au management de proximité pour réfléchir à comment en fait on collabore, comment on décide, comment on prend des décisions dans l'organisation et quel est effectivement le rôle du manager. Donc derrière, on va toucher les modèles de leadership, ce qui est attendu des managers, voire même pour certains de nos clients les plus avancés sur ces sujets, aller revoir les systèmes d'objectifs directement pour justement matérialiser ce rôle qui peut évoluer aussi différemment. Très bien. Merci à tous les deux. On va terminer sur cette note. Merci. On vous retrouve du coup sur le site de Bouygues Construction. Je mettrai tous les liens avec le replay. Et également, merci beaucoup Clément pour Greenworking. Et on vous mettra aussi tous les liens pour contacter nos intervenants et aller plus loin avec leur contenu et leurs solutions. Je vous souhaite une agréable journée. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Au revoir. Merci et merci à tous dans le chat, vous avez été très actifs et c'est très agréable, donc merci beaucoup et à bientôt sur My Happy Job by Woodwork. Et on a un webinaire la semaine prochaine sur la génération Z, voilà un autre sujet qui anime beaucoup les RH en ce moment. Merci et à très bientôt, bonne journée. Au revoir. Au revoir.